Bonjour et bienvenue. Donc maintenant, on va commencer notre table ronde sur le thème faire face à l'imprévisible, les différentes façons de mettre en œuvre la continuité d'activité afin de surmonter au mieux les événements imprévisibles tels que la pandémie Covid-19 que vous connaissez tous. Donc d'abord, oui, moi je suis Robert Helwig, je suis directeur général de Carmau, d'une entreprise de conseil en Allemagne, et en même temps je suis aussi toujours consultant principal et auditeur, et oui, également sur le thème de la protection des données et sur la sécurité de l'information. On a 3 panélistes que je vais vous présenter un peu. Donc on commence par la dame, c'est Josina Rodriguez. Elle est une consultante de blockchain et la première titulaire d'un doctorat sur le thème blockchain au Portugal. Elle est passionnée pour son métier d'économiste. Avant de commencer comme chercheur en 2016, elle a travaillé plus de 20 ans dans l'environnement corporatif en tant que directrice marketing et financière et en tant que consultante et conseillère pour plusieurs entreprises. Elle est actuellement membre du Academic Advisory Board de l'INATBA, International Association of Trusted Blockchain Applications, et elle collabore dans plusieurs projets basés sur la blockchain autour du monde. Donc, bienvenue, Josina. Après, on a Jabli. Jack. Jabli, il est consultant spécialisé en gestion des risques, audit et conseil en sécurité de l'information, continuité d'activité et protection des données à caractère personnel. Capitalisant plus de 10 années d'expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité et de la continuité, il a mené de nombreuses missions de certification sous les normes ISO 27001 et ISO 22301, principalement en Afrique et en France. Chablis, il est aussi auditeur de certification pour le compte PECB. Il est également formateur sur les disciplines ISO 27001, gestion des risques, comme l'ISO 22301. Il est certifié ISO 27001 Master, donc ça veut dire c'est la combinaison de toutes les certifications qui existent là dans ce cadre-là. Il est CISSP et il est aussi lead implémentaire pour les ISO 22301. Donc, bonjour Chablis, bienvenue. Et la troisième personne, c'est François Tête. François, il est ingénieur et aussi il est fondateur et président d'honneur du club de la continuité d'activité. Il est spécialisé dans la continuité d'activité. Il s'est spécialisé dans la continuité d'activité en 1977, à la suite d'un sinistre informatique important dans la banque d'affaires dans laquelle il travaillait comme directeur technique. Il a créé en 1989 un cabinet de conseil TTA spécialisé en qualité et continuité d'activité. Disposant d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la continuité d'activité et gestion de crise, il est considéré aujourd'hui comme l'un des pionniers de la continuité d'activité en France. Créateur de plusieurs logiciels informatiques de gestion des plans de continuité d'activité, il participe à la comité de normalisation, sécurité et résilience de l'AFNOR. Aussi, bienvenue François. Merci. Et on a, comme vous le voyez sur la présentation, et on est très international. Donc, on a François qui vient de la France, on a Josina qui vient du Portugal et on a Chablis qui vient de Maroc. Donc, c'est pas une discussion franco-français, donc c'est vraiment une discussion internationale. Et quand même Robert qui est en Allemagne. Oui, c'est ça, je suis allemand et actuellement, je suis aussi en Allemagne. Hop. Donc, on va parler aujourd'hui de 3 grands points. Donc, premièrement, c'est l'imprévisibilité. Deuxièmement, le retour d'expérience de la COVID-19. Et oui, à la fin, les bonnes pratiques. Et on va faire une petite conclusion. Qu'est-ce que c'est l'imprévisibilité, à votre avis? Jabli. Bon, alors, si on peut le définir comme c'est le français, l'imprévisibilité, c'est ce qu'on ne peut pas prévoir. Alors, mais est-ce qu'une entreprise, puisqu'on parle de business continuity, une entreprise peut se permettre d'accepter un tel concept d'imprévisibilité, sachant que voilà, il opère dans un environnement donné avec des aléas qui sont les siens,
qui doivent être identifiés, étudiés et donc traités aussi. Et donc, du coup, comment moi je définirais l'imprévisibilité? C'est plutôt, comment l'appelle-t-on, quand un management, par exemple, manque de réalisme par rapport aux risques qui sont, après, qui pèsent sur son activité, c'est un peu comme ça que je peux le dire. Mais je vais plutôt prendre la question autrement, voilà, pour dire, est-ce que les événements dont on parle, les événements perturbateurs d'activité, sont quelque chose de surprenant pour une entreprise? Cela ne devrait pas l'être, en fait. Donc, une entreprise ne devrait pas être surprise par un certain nombre d'événements si en amont, effectivement, il y a eu une étude des risques qui ont été faites dans un processus rigoureux de gestion des risques pour pouvoir identifier donc les différents événements en question. Bon, je pense que je peux peut-être laisser le témoin à François s'il veut compléter un peu le concept en question de l'imprévisibilité. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant, où il y a donc un certain nombre de concepts qu'il faut avoir bien en tête. Je vais y revenir un peu en essayant de voir comment on peut identifier les risques. Il faut voir que les risques, c'est quelque chose qui est à l'intersection d'une menace sur un actif dans lequel il y a une certaine vulnérabilité qui a été faite. Donc, vous avez ici devant vous les définitions qui sont issues des normes. Passons peut-être un peu plus loin au slide suivant. C'est pas la peine d'insister sur ces définitions. Vous avez dû pouvoir les voir. Alors, également d'autres définitions qui sont très importantes, la résilience, la crise et la quantité d'activité. Est-ce que, Chabi, tu veux détailler un peu ou est-ce qu'on avance un peu plus? La résilience, c'est la capacité d'une organisation à résister à un incident, à un accident, à une crise dans des environnements adverses, puis revenir à une situation normale si on peut y arriver, sachant que par rapport à la robustesse, la résilience laisse des traces, alors que la robustesse, qui est l'idéal, c'est d'avoir des chocs, des incidents sur lesquels l'entreprise continue à travailler comme si de rien n'était. C'est évidemment la différence, c'est les moyens qu'on y a mis en place. Bon, la crise, on va généraliser en disant, on parle de continuité d'activité. Normalement, on a tout prévu à l'avance. La crise, à ce moment-là, est très limitée. Ça consiste à piloter la continuité d'activité, les plans qu'on a eu la chance de mettre en place et de valider. Il y a crise quand on n'a aucune solution et qu'il va falloir improviser et pour pouvoir reprendre l'activité. La continuité d'activité, donc, c'est bien un ensemble de mesures visant à assurer, selon différents scénarios de crise, y compris par rapport à des phases extrêmes et le cas échéant de façon temporaire, en mode dégradé, des prestations de services essentielles de l'entreprise puis à revenir à une reprise planifiée des activités. Bon, ça, c'est une définition bancaire qui date de 97, qui a été un peu amendée dans la norme dont on va parler au slide suivant. S'il te plaît, Robert. Si tu le permets, voilà. Voilà, si tu le permets, si on peut retourner voilà, sur la slide, la première, celle que Robert a. Oui. L'autre avec le diagramme. Avant le slide précédent. Celui-là? Non. Encore avant. Encore avant? Si, ça va. Voilà. Ah, voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, moi, je voulais juste aller dans le même sens de François, donc en revenant sur ce modèle qui a été affiché donc, par Robert. Vous voyez très bien que le sinistre arrive à un moment donné. On a des opérations normales qui s'exécutent dans la vie de l'entreprise. Tout baigne bien. Tout va bien jusqu'au jour où, effectivement, cet événement perturbateur arrive. Donc, la question de savoir, est-ce qu'on connaissait très bien cet événement perturbateur? Parce qu'à un moment donné, il arrivera et il interrompra donc les activités de l'entreprise. Donc, toute la question est de savoir, est-ce qu'on connaît précisément cet événement perturbateur? Et quand il arrive, est-ce qu'on sait le manager? Donc, savoir le manager, c'est toute la somme des plans de continuité ou de reprise qu'il faut déclencher à partir des mesures d'urgence, des plans de gestion de crise, des plans de continuité d'activité en fonction de la partie de l'activité qui est touchée
Et c'est tout ça là qu'il faut faire donc, pour ramener les activités à la normale, en tout cas si on peut les ramener à la normale. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'avant un événement perturbateur, une entreprise, dans le cadre normal de ses activités, généralement est appelée à faire de la prévention. Donc, c'est pour ça que je disais que la prévention consiste effectivement à interroger des sources d'informations pour avoir ces événements perturbateurs. Une fois qu'on les a, effectivement, donc, on manage le risque de telle manière à connaître un peu sa probabilité, sa gravité. Et là, après, on se prémunit en disant que voilà, si même je réduisais cette probabilité à un niveau faible, la gravité étant importante et étant résiduelle, ben, je ne peux faire face à cet événement que par une somme de plans ou de procédures de reprise que je vais donc devoir mettre en place. Voilà, donc je peux redonner la main à François pour continuer. Bah, on peut revenir là. Donc, je parlais tout à l'heure de ISO 22301, qui est donc la norme du système de management de la continuité. Pour parler d'imprévisibilité, on va voir déjà ce que dit la norme. Donc ici, il y a un petit schéma qui montre, que vous connaissez certainement, qui montre le déroulement de la mise en place d'un SMCA. On voit qu'il y a, à part l'étude du contexte et du leadership qui est très intéressant, il y a effectivement le BIA, bilan d'impact sur l'activité, qui est à faire, en même temps que l'appréciation des risques, sachant que la combinaison des deux, la direction générale trouvera une stratégie qui déclenchera donc des solutions, et ensuite on aura donc des PCA et des mesures qui permettront donc d'exécuter ce qu'il faut faire quand il y a eu un événement perturbateur qui est arrivé. Donc le slide suivant montre et répond un peu plus à la question de l'imprévisibilité. L'appréciation des risques, en fait, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut tout prévoir à l'avance? On voit ici que, pour moi, le risque, c'est bien l'intersection entre des menaces sur des ressources ou des actifs, sachant qu'il y a des vulnérabilités qui sont là pour faire arriver donc ce risque. Alors, normalement, avec ça, si on fait une identification totale des ressources, d'une manière exhaustive, on devrait être capable, par rapport aux différentes menaces que l'on imagine, en étudiant aussi les vulnérabilités que l'on a, si on a suffisamment de redondance, si on a un certain nombre de choses qui protègent, on devrait normalement être certain que tous les cas prévus sont planifiés et connus. Or, l'expérience montre que ce n'est pas vrai. Ça marche dans beaucoup de cas, mais il y a quand même des choses qui sont difficiles. Il y a d'abord la détection. Est-ce qu'on est capable de détecter tous les événements perturbateurs? L'expérience montre que quelquefois, ce n'est pas totalement possible. Il y a aussi la combinaison d'aléas. On peut très bien avoir, et c'est le cas actuellement, avec le Covid-19 et les risques de cyber, et peut-être un risque climatique, on a des combinaisons qui font qu'il y a des choses qui vont se passer qui ne sont pas totalement prévues, et les plans de continuité qui avaient pu être prévus pour un événement perturbateur marchent moins bien quand il y en a 2 ou 3 en parallèle. Voilà. François, donc, oui. Si vous me permettez, je crois que c'est un moment qu'on fait des définitions et on a eu une barrière entre avant 2020 et après. Et maintenant, avec 56 millions de personnes contaminées pour le Covid, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le futur avec ces définitions qui, dans ce moment-là, changent complètement la vie de notre entreprise? C'est ça que je voulais poser parce que sinon, on se projette sur le thème, mais je suis sûre que tout le monde qui nous entend, qui nous assiste, vient prendre des pistes et aussi de partage des expériences en fonction de ses propres réalités. Et c'est ça. Oui, j'adhère totalement à ton propos, Josina. On peut peut-être passer donc à la deuxième partie. Oui, oui, donc déjà merci pour l'introduction et pour les explications, pour mettre l'auditorium dans la boucle. Et maintenant, je pense vous allez discuter sur le retour d'expérience. Comme j'avais dit, il y a 3 pays, donc il y a au moins 3 expériences
peut-être différentes, peut-être pareilles sur quelques points. La France. Alors, oui, s'il vous plaît. Il faut afficher les slides, s'il te plaît. Oui, En préambule, ce qu'on peut dire, c'est que le Covid a surpris tout le monde pour deux grandes raisons. C'est que ça dure très longtemps. Un plan de continuité d'activité était prévu en général pour quelques heures, voire quelques jours, voire une semaine ou deux. Là, on en a déjà depuis 8 mois et peut-être que ça durera encore 2 ans. Donc, les plans de continuité n'étaient pas totalement adaptés à ça. Et deuxièmement, on a plein d'informations contradictoires qui font que c'est très difficile de piloter. Ça, c'est le premier constat qu'on peut avoir. Et donc, les grosses entreprises, au moins en France, dans l'urgence, avec ces deux paramètres, elles ont essayé d'adapter leur plan de continuité d'activité pour pouvoir réagir à la fois aux problèmes humains, puisqu'il fallait conserver évidemment les gens en bonne santé, et aussi par rapport aux activités qu'il fallait prémunir. Donc là, on repart sur le PIA qui définit donc quelles sont les activités critiques qu'il faut absolument maintenir. Alors, peut-être que Chablis peut peut-être dire si au Maroc, c'était la même perception. Oui, je te rejoins, hein, François. Donc, ici, je pense quand même que l'impréparation était de taille, hein, si je peux le dire comme ça, donc par rapport à cet événement. Effectivement, il y avait quand même des signaux faibles qui venaient de la Chine, mais qui n'ont pas été aussi appréciés à leur juste valeur. Et donc, bon, beaucoup se disaient que voilà, c'est du côté de l'Asie là-bas et que ça resterait en Asie. Et quand c'est arrivé en Europe, on se disait non, bon, c'est du côté de l'Europe. Voilà. Donc, en Afrique, on est plutôt bien portant, bien immunisé contre le virus. Et donc, effectivement, cette croyance aussi populaire par rapport au virus n'a pas du tout aidé. Je veux dire d'abord le gouvernement aussi, donc à prendre l'enjeu qui était de taille donc par rapport à cette crise-là. Et donc, beaucoup d'entreprises, en tout cas au Maroc, n'étaient pas préparées, même c'est le cas aussi en France. Déjà une préparation due au fait que voilà, c'était des décisions qui étaient toutes les entreprises ont dû fermer dans le confinement simplement parce que voilà, il fallait quand même que ça ferme. Vous voyez, donc ça c'est un choc assez exogène. Et il y avait toute la partie aussi reprise dans le confinement des activités qui n'étaient pas aussi à la hauteur donc, de la qualité attendue parce que beaucoup quand même étaient dépossédés de leurs moyens de travail, notamment tout ce qui est dématérialisation. Donc les processus qui étaient très peu dématérialisés ont aussi donc entraîné beaucoup de soucis en matière donc, de continuité d'activité pour beaucoup d'entreprises. Voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on a vécu en tout cas de manière macroscopique dans la période mars, avril, mai, voilà, avant de ressortir progressivement du confinement, donc pour reprendre petit à petit les activités. Je ne sais pas si Josina... Enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les PCA avaient été prévus pour travailler à domicile ou sur des sites de repli. Donc, les solutions existaient, mais on n'avait pas pris la précaution de déporter la plupart des personnes. Donc, on a eu en France, dans beaucoup d'entreprises, des problèmes de réseau qui ne supportaient pas la charge, des problèmes de sécurité qui n'étaient pas suffisantes, et puis des problèmes d'approvisionnement en laptop ou en position de travail. Ce qui était prévu, c'est que les activités critiques étaient secourues, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le plan de continuité perdure pendant plusieurs mois, ben, les activités moins critiques, il fallait également les équiper. Donc c'est le problème de l'approvisionnement, avec la dépendance des chaînes d'approvisionnement. On n'avait pas vu en France qu'on dépendait beaucoup de pays extérieurs, en particulier la Chine. Donc ça a été vrai pour les positions de travail, ça a été vrai pour les masques, ça a été vrai également même dans l'industrie de manière générale. Par exemple, la régie Renault importe beaucoup de choses de Chine et on s'est aperçu que, il y avait des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement qui peuvent bloquer les chaînes de montage.
Donc tout ça, évidemment, ça sera à revoir dans les bonnes pratiques. Il faudra effectivement avoir plusieurs fournisseurs pas soumis au même risque. On peut aussi dire que la pandémie était un peu prévisible puisqu'on a eu déjà malheureusement des cas. La pandémie grippale H1N1, il y a eu Ebola, pas trop en France. Mais finalement, le rétex, on en reparlera tout à l'heure, le retour d'expérience, malheureusement, dès que la crise est finie, les gens n'en tirent pas les conséquences et n'essayent pas de s'améliorer. Donc, on n'avait pas, dans beaucoup d'entreprises, beaucoup avancé depuis H1N1. Du côté du Portugal, nous pouvons dire que nous entrons passer la pire semaine depuis le début. Nous sommes en pleine deuxième vague, les numéros augmentent et au retour d'expérience de la COVID-19, nous pouvons dire qu'on a trois forces. On a le système bancaire, crédit financier ici, on a le gouvernement et aussi sur nous, on a les communautés européennes. Alors, les entreprises dans ce moment, on a eu nous sommes en plein état d'urgence jusqu'au 23 novembre. Ce week-end, les restaurations, hôtels, tous étaient coincés sur les mesures très, très rigides et qui l'impact, nous ne pouvons pas encore faire. On sait qu'on a un budget sur la communauté européenne déjà prévu pour le relancement des économies. Mais dans ce moment-là, nous pouvons dire qu'il y a deux moments, que nous sommes en train de vivre le deuxième moment, mais qu'on n'a pas eu de temps de mise en place tout, absolument tout qu'il faut. On a les ressources humaines qui sont impactées, en train de se débrouiller et recommencer pour toutes les entreprises sont en train de faire organisation de budget pour 2021. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les priorités jusqu'au temps que nos fournisseurs supportent la chaîne, les clients, absolument tout est en repassage. C'est un moment historique et c'est un moment très délicat qui, comme François a dit, Chabla, il faut bien repenser pour nos organisations. L'impact sur la digitalisation, il est énorme et nous pouvons dire que c'est le moment de la transformation digitale, c'est le moment de la digitalisation, pas coincé sur le système informatique là-bas au coin de nos entreprises, mais ici, nous sommes sur une plateforme. On essaie de continuer à travailler, à partager et aussi à faire attention à nos familles. Alors, le retour d'expérience que nous pouvons dire dans un pays petit, au Portugal, en comparaison à les chiffres de France et Robert d'Allemagne, nous pouvons dire que c'est un moment très sérieux, stratégique, et je ne parle pas de politique, je parle de travailler bien avec les axes qu'on a dans les entreprises. Alors, avant tout, on commence le PICP pour notre panel. On parle comment on va faire face à l'imprévisible et nous ne pouvons pas laisser de dire qu'à la fin de ces webinaires, nous pouvons penser comment on va faire face à chacun des thèmes que notre organisation est en train de passer. Je ne prends plus la parole, je fais ça parce qu'au Portugal, nous sommes en plein, on ne sait pas qu'est-ce qui passe demain. On reçoit des clients, des collègues, tous les montrants, qu'est-ce qu'on va faire pour 2021. Je n'ai pas de gens qui peuvent travailler, je ne peux pas sortir, je ne peux pas continuer mon travail. Et c'était prévu, François, mais ça, c'est l'imprévisible. On a des statistiques, on a des mesures mathématiques, mais surtout, on doit avoir de kindness. On doit avoir vraiment un moment humain énorme. Alors, on repasse à le retour, parce qu'on n'a pas le retour, nous sommes en plein milieu, ici au Portugal. Et les actions, voilà, protéger la santé des salariés. Nous sommes toujours sur les règles qui sont aussi les réactions de la communauté européenne. Nous sommes aussi sur les règles aussi des partis politiques. Mais la santé des salariés, c'est connecté avec la Direction générale de santé qui crée au Portugal des mesures
très, très serré. Alors, je repasse au Maroc et en France parce que je sais que vos numéros sont beaucoup plus à l'aise que le nôtre. Ouais, je pense que là, le retour d'expérience, les principales idées qu'en préparant là, le webinaire, on s'est mis d'accord. Je pense qu'on peut peut-être, comme l'heure passe, avancer un peu plus, si tu veux bien, Robert, pour Oui, avancer pas de problème. sur les bonnes pratiques. Parce que Oui, je pense que c'est les normal. gens pourront effectivement... alors, qu'est-ce qui marche mieux et ce qui marche moins bien? Bon, je vais démarrer. L'informatique et les réseaux, on peut dire que ça a quand même pas mal fonctionné. Parce que, bon, quand même, on a pu fonctionner quand même, au moins en France, avec des adaptations, évidemment. Formation et support, ça, on n'est jamais assez formé là-dessus et on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui étaient pas tout à fait formés quand ils étaient un peu seuls chez eux pour pouvoir travailler. Le processus d'achat et des chaînes d'approvisionnement, j'en ai parlé tout à l'heure, ça n'a pas bien fonctionné puisqu'on n'avait pas pris conscience, au moins en France, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient externalisées et qu'on ne savait même pas faire certains produits de base. Les moyens de protection, les fameuses barrières, on en a manqué beaucoup. Là, on retombe dans la chaîne d'approvisionnement qui n'était pas maîtrisée. Et aussi le rôle de l'État, on n'en a pas trop parlé, qui n'avait pas trop indiqué si c'était du domaine de l'État au plus haut niveau qui devait commander des choses ou c'était délégué dans les différentes entreprises pour pouvoir s'organiser. C'est d'ailleurs ce qui a été fait puisque, vu la carence de l'État, la plupart des grosses entreprises se sont débrouillées par elles-mêmes. Évidemment, on pense à l'automatisation des processus, puisque plus on supprime les interventions humaines dans ces cas-là, mieux ça vaut, et c'est un gros travail, tout ne peut pas être automatisé. Et puis, n'oublions pas la défaillance des compagnies d'assurance, puisque les pertes d'exploitation, qui est une assurance que toutes les entreprises prennent, et en particulier les PME, n'a pas fonctionné parce qu'on n'avait pas bien lu dans les petites clauses en bas que l'arrêt étatique d'un commerce ou d'une entreprise n'était pas pris en compte, sauf pour quelques exceptions de gens qui étaient très, très pointilleux sur la forme. Je pense que ça, c'est le général de la France, mais je pense que tu vas dire la même chose au Maroc. Je pense qu'on est à peu près semblable. Oui, c'est semblable. Je vais juste ajouter la couche sécurité qui est important aussi, parce que quand on automatise des processus, parce qu'on est obligé de passer à la digitalisation, cela fait rehausser aussi donc, le degré d'exposition de l'entreprise à des risques cyber que nous connaissons. Donc, comme vous le disiez au tout début, la somme ou bien la multiplication des aléas, voilà, qui fait que voilà, ça crée cette imprévisibilité. Donc, on est en plein Covid, mais après, il y a une cyberattaque qui vient dans le Covid en question encore nous fait plus de mal. Et donc, la sécurité est un élément important qu'il va falloir prendre en considération. Donc, je vais l'ajouter aussi dans les bonnes pratiques, parce que c'était aussi un frein ou un prérequis pour beaucoup d'entreprises avant de pouvoir externaliser. Et on a vu que voilà, ça a engagé aussi des budgets qui étaient importants, donc des infrastructures qui n'étaient pas préparées à ce type d'ouverture de leur réseau. Et donc, il est important aussi, quand on fait de la business continuity, de penser aussi à la brique sécurité dans la planification de cette continuité aussi. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose, Josina, ou pas? On peut passer peut-être aux bonnes pratiques. Le dernier slide, en fait. Que retenir pour les futures crises de grande ampleur, ouais, qui malheureusement sont pas loin de disparaître. Donc, effectivement, la première chose, c'est en profiter pour modifier un peu le management de la continuité, au moins en France. Tout le monde en parle, mais effectivement, les décideurs, souvent, font des impasses là-dessus et on n'investit pas trop, puisqu'on préfère faire du business qui rapporte, alors que la continuité d'activité, c'est un peu comme une assurance. Ça coûte, mais ça rapporte pas immédiatement. Pas au Maroc, c'est peut-être la même chose au niveau du management. Des responsabilités, on en a beaucoup parlé, des RPCA, des responsables des plans de continuité d'activité qui sont nommés mais qui n'ont pas les moyens. Donc c'est l'occasion de les remettre en selle en disant il y a eu quelque chose, on peut peut-être en tirer des conclusions pour qu'ils aient réellement des responsabilités et avec la responsabilité, il faut des moyens. Je pense que c'est vrai également au Portugal.
Oui, c'est le cas, hein. C'est le cas au Maroc aussi, hein. C'est Ouais. le cas. Alors, il y avait également le point qui est important, la construction et une gestion des connaissances. Effectivement, les gens doivent, pour pouvoir avoir accès à la connaissance, et quand il y a des absences, il faut effectivement qu'il y ait des gens qui soient remplacés. Donc, il faut faire attention aux positions de travail où on a une seule personne qui est compétente. Donc, il faut évidemment gérer les voilà. Je voulais rajouter aussi que c'est un moment de redéfinir le profil et que aussi les gens sont pas du tout plus mesurés pour des variables comme avant. Parce qu'on va à notre bureau, nous sommes là, on s'assoit. Bonjour François, ça va? Tu as bien pris ton café? Parfait. Et maintenant, on a des enfants jusqu'à côté, la cuisine qu'il faut bouger, aussi il faut sortir, mais on a des problèmes de santé aussi à la famille. Alors, la mesure de la connaissance et de la capacité de l'émotionnel supporter autant de variables crée l'autre type de structure dans notre organisation. La formation, elle a été prise sur un côté très formel. Et maintenant, on voit dans notre structure que les gens qui puissent continuer plus à l'aise, plus équilibrés, focus, sont lesquels qui paramétrisent bien tous ces types de nouveaux. Alors, les bonnes pratiques pour les managers, c'est au moment de faire son départ pour un bilan d'impact d'activité, surtout mesurer que les ressources humaines, ils ont des dessins complètement différents dans ce moment et qu'on ne sait pas combien de temps encore va arriver. C'est ça que je voulais ajouter. Déterminer les opportunités de la transformation du management et de la continuité. Pour moi, c'est une grosse opportunité aussi, pas seulement de reconvertir les profils qui étaient analogiques avant pour le digital. Il faut travailler en plateforme, il faut bien poser vos fichiers sur le Google Drive, il faut bien, faire le ménage autant des outils, mais par contre, il faut aussi savoir pourquoi on est en train de faire ça. Alors, il y a une opportunité pour la nouvelle génération qui est déjà née digitale, mais qui ne sont pas encore préparés pour ce type d'impact. Alors, c'est vraiment une transformation qui exige bien mesurer qu'ils seront notre équipe, nos collaborateurs et surtout nos partenariats. Parce que maintenant, pour faire B2B, il faut avoir un alignement de stratégie aussi. Il y a plein d'opportunités aussi. Ce que je voulais ajouter aussi, donc en bonne pratique, peut-être ça sera peut-être pas mon mot de fin parce que j'espère que Robert me donnera le mot de la fin comme les autres participants, c'est de parler de la certification. Dans un environnement où effectivement la loi vous exige d'avoir un business continuity ou la réglementation, je parle du cas des banques et des assurances par exemple, donc le secteur financier, ou bien un contrat que vous avez signé avec qu'un client signe avec son fournisseur, son prestataire qui lui exige une business continuity. Il y a plusieurs entreprises qui se disent, bon voilà, moi je ne sais pas pourquoi j'irai vers une business continuity calquée sur ISO 22301, donc on en a parlé au début, mais je voulais quand même dire qu'il y a ce qu'on appelle la due diligence. C'est une démarche responsable de chaque dirigeant de connaître au moins ses risques. Donc, ça revient encore au début, quand on parlait des événements perturbateurs, c'est cette due diligence-là qui nous amène. Alors, donc, ce qu'on peut faire, en tout cas, ce que l'entreprise peut faire pour améliorer sa business continuity, c'est aussi aller vers la certification. La certification, ça force un programme PDCA, donc comme on le dit, Plan Do Check Act, et ce qui fait que d'année en année, on est obligé donc de nous améliorer et de rendre compte à quelqu'un. Voilà, quand on rend compte à un cabinet de certification qui vient annuellement nous évaluer, voilà, donc on est obligé de nous améliorer et d'adopter de bonnes pratiques en fait. Donc c'est ce que je voulais ajouter comme bonne pratique en plus de tout ce qui a été présenté. Oui, maintenant, il faut déjà passer aux conclusions parce que oui, le temps coule et il faut encore traiter quelques questions. Donc, oui. Bon, très rapidement, soyez préparés, c'est évident, mais on a vu que c'était quand même assez difficile.
faut peut-être avoir un raisonnement holistique, c'est-à-dire ne pas se focaliser sur tout peut arriver. Donc, il faut effectivement élargir. Bon, les risques, effectivement, on en a beaucoup parlé, il faut les apprécier au sens le plus large. Et puis, peut-être, c'est la grande nouvelle pour nous en France, maîtriser les dépendances. Les dépendances externes sont essentielles et on peut être bloqué totalement. Je pense qu'on peut peut-être passer, enfin, à moins que là, aux questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui. Oui, mais Sinon, oui, ouais, tu François, veux dire je, encore, Chablis? Oui. voilà, je vais juste souligner une ligne. Voilà, donc, ISO a rendu libre en fait l'accès à la norme ISO 22301, donc Oui. qui est disponible. Voilà, c'est pour dire qu'au-delà de ça, il y a pas mal de plateformes, de clubs en fait, qui publient les travaux sur la continuité d'activité. Donc, si c'est les ressources, elles sont disponibles. Donc, je ne pense pas que ce soit une communauté fermée. Donc, les ressources sont disponibles aujourd'hui. Donc, en guise de conclusion, je dirais aussi d'aller vers des plateformes voilà, qui diffusent de l'information sur la continuité d'activité. Donc, je pense au Club de la continuité d'activité, hein, dont François peut-être est membre. Voilà, donc ça fait partie donc des outils qui existent aujourd'hui et c'est important quand même donc de le signaler. D'accord. Oui, la norme ISO 22301, elle a fonctionné. Hein. Tout n'est pas dit dedans, mais je crois que c'est un bon support sur lequel il faut se fier et peut-être utiliser, faire évoluer également. Pardon, j'ai coupé, Josina. Non, c'est pour ajouter l'importance impérative de la certification et aussi un moment de vraie transformation digitale. C'est que ça, c'est la conclusion, je crois, que notre panel, pour faire face à l'imprévisible. Très bien. Merci Très bien. beaucoup. Donc, Merci. pendant la table ronde, on a fait on a posé une question aux participants. C'est pensez-vous que les organismes ont appris de la pandémie COVID-19 à mieux se préparer à des événements imprévisibles à l'avenir? Et là, il y a 90% des participants qui ont répondu oui et 23 qui ont répondu non. Hein, ça, c'est juste pour information. Et on a retenu 3 questions du public, non 4, 3, pardon. Oui. Donc, la première question pour vous 3, c'est bonjour. Pourtant, on a eu par le passé d'autres crises sanitaires qui ont eu un impact en France et à l'international. Comment cela se fait que ce type de crise ne soit pas vraiment pris en compte dans la gestion de crise? J'ai un peu abordé ça tout à l'heure. On peut dire qu'il n'y a pas vraiment de retour d'expérience des crises passées. Sur H1N1, qui est la grande crise en France qui nous a pas mal perturbé il y a une dizaine d'années, donc c'était la pandémie grippale. Donc derrière, on a dit, on s'en est sorti, on est très fort, on s'est débrouillé. Donc les masques, on les a dilapidés, on les a pas repris, on nous a dit ils sont perdus, la péremption est là, donc on n'en veut plus. C'est une des bonnes pratiques, c'est qu'il faut maintenant les retours d'expérience de chacune des crises que l'on a, individuelles ou collectives, fassent l'objet de retours d'expérience, de rétexte. Aujourd'hui, grâce à PECB, on fait un peu ça. On est en train d'échanger sur ce qui s'est passé. Exactement. Très bien. Et une autre question, c'est bonjour, dans un contexte où le plan d'urgence sanitaire a été extrêmement long à être déclaré, du moins en France, comment les entreprises françaises auraient-elles pu faire face avant leur PCA, quand elles en avaient un? Alors le plan sanitaire, il a été changé plusieurs fois, donc on voit que c'est difficile d'avoir des plans opérationnels, hein, tels que j'ai pu comprendre. Bon, même le plan de l'OMS au niveau de la pandémie grippale, il a été complètement refait. Donc ça, revient sur le rétexte, c'est-à-dire que les plans, quand on les a, il faut les utiliser, mais on voit qu'ils ne sont pas utilisables complètement. Donc il faut évidemment les retoucher derrière pour pouvoir les améliorer à l'usage de ce qui s'est passé réellement. D'où ça milite sur quelque chose qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est stimuler au maximum les choses pour se préparer. Bon, en France, par exemple, on a une opération click and collect, c'est-à-dire qu'on découvre la connexion à distance. Bon, ça, j'aimerais bien voir à Paris, par exemple, si on voit ce que ça donne quand il y a
1 millier d'entreprises enfin de petits commerces qui travaillent en click and collect. Il y aura déjà des embouteillages dans les rues. Enfin bon, bref, les plans doivent être testés, sinon on se trompe largement. Je ne sais pas si mes collègues. Et c'était comment la situation au Maroc ou au Portugal? C'était les mêmes problèmes qu'en France? Oui, en fait, bon, moi je dirais que l'expérience d'une épidémie, pas d'une pandémie, parce que bon, pour l'instant, c'est la première fois que nous, notre génération, vit ce qu'on appelle une pandémie, quelque chose de globalisé, de mondial en fait. Mais sinon, c'est des crises généralement localisées. Voilà. Donc, quand on prend H1N1, on en a parlé, mais c'était très temporaire. Hein. C'était vraiment très temporaire. Et donc, ça n'a pas permis effectivement d'apprendre, de vraiment apprendre de ça, parce qu'il n'y avait même pas cette histoire de distance et ni de masque. C'était juste beaucoup plus de laver les mains, ainsi de suite. Et donc, je dirais plutôt que la sévérité donc, de cette crise en est quand même une dans l'histoire, en tout cas contemporaine. Et donc, ça sert de base d'étude, en fait. Comme l'a dit François, à partir de là, on peut vraiment apprendre des leçons, peut-être pour des petites crises qui arrivent au loin, ou une crise similaire qui sera là un jour, en fait. Donc, c'est ça. Mais sinon, ce qu'on a généralement, c'est que les entreprises ont des plans génériques pandémie. C'est des plans génériques qui ne tiennent pas la route vraiment. Donc, c'est vraiment dans la crise du Covid qu'on a vraiment vu une sorte de résilience des entreprises quitte à se débrouiller pour continuer l'activité et faire avec quoi. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup font avec en tout cas. D'accord. Très bien. Et encore une autre question. Pensez-vous que l'explosion du nombre de cas de cyberattaques via de ransomware est la conséquence directe de la impréparation des entreprises en matière de PCA? C'est dur. Ben, c'est une lutte éternelle. Hein. Les cyberattaques, c'est une pandémie, on va dire, qui fait que continue. Maintenant, c'est les États qui attaquent, paraît-il. Donc, il y a quand même des plans de continuité d'activité. Personnellement, j'en développe parce qu'il y a effectivement la partie sécurité du SI qui doit être développée avec tous les produits, les systèmes d'alerte, de prévention. Mais une fois qu'on est bloqué, il faut évidemment que toujours le BIA dit qu'il faut que certaines activités puissent fonctionner. Donc, il faut un plan de continuité d'activité qui permettent d'assurer le travail des métiers. Il y a même des gens, des directeurs généraux maintenant qui pensent qu'il pourrait y avoir carrément un blocage d'Internet, carrément, pendant peut-être quelques heures. Et donc, il y a certains présidents, directeurs généraux qui parlent de PCA low, on prend le terme anglais, low tech, en disant on revient à la plume d'oie pratiquement. Est-ce que c'est possible? J'y crois pas trop, mais il faut aussi préparer à ce cas-là, hein, qui est un cas qui peut arriver. Josina, ouais. J'aimerais bien rajouter une petite provocation pour les gens qui nous entendent. Ça, c'est un paradigme parce qu'on fait tellement de comptes et on pense qu'on contrôle tous les axes. Mais en face de tout qui vient de passer, et on a des centaines de relatos, de cas, de témoignages, qu'est-ce qui se passait dans les entreprises qui pensaient qu'il faut faire que la certification, on a l'ISO, il est là. Mais nous ne sommes pas préparés, nos équipes ne sont pas préparées. Alors, on n'a pas fait assez de simulation, on a créé un groupe d'infos complètement au-delà de nos réalités. Qu'est-ce que je veux dire? Là, il y a une parole qui dit qu'au plus que je sais que je rien sais. Alors, ça veut dire que ce n'est pas une parole, ça veut dire pas que ce n'est pas un paradigme, mais dans ce moment-là, il faut faire en fonction de tous les atouts qu'on a disponibles, les ISO, la certification, les équipes et aussi l'historique. Le cyberattaque va toujours avoir parce qu'il y a toujours une opportunité de mieux faire sur les lacunes qu'on n'a pas pensé encore. Alors, il ne faut pas dormir ça. C'est qui pour ajouter un petit peu de philosophie, mais qu'on pense, oh bien, nous sommes déjà certifiés, hein. Nous sommes là bien. Là. On a tous les dossiers autour là. On a déjà passé l'auditorie.
Alors, c'est ça que je veux dire comme dernier mot. Et remercier aussi l'opportunité d'être invité sur ce panel d'experts. Merci Robert, merci François, merci Djali. C'était hyper bien, surtout parce que ce sont des pays complètement différents et l'assistance, on a nos contacts. Si quelqu'un veut aussi au PSCB, ils ont vraiment le moment de mise en œuvre. Merci. Oui. Est-ce qu'on peut encore rajouter quelque chose ou pas? C'est terminé? Oui, oui, le temps est malheureusement déjà écoulé. Dit nécessité d'avoir des sauvegardes. Or, moi, il me semble en France, il y a un risque qui n'est pas perçu, c'est que les sauvegardes, on en a, mais comme on les restaure jamais, on ne sait pas si elles sont opérationnelles. Donc, il faut faire des tests de restauration. Ça prend très longtemps et pas que physique. Il faut aussi que les utilisateurs finaux vérifient très régulièrement l'état fonctionnel de leur sauvegarde. C'est terminé. Peut-être que je vais ajouter un mot, parce que ça aussi c'est comportemental. Donc, si je reviens encore au schéma d'avant, avant la crise, la prévention, il y a du comportement, il y a de la sensibilisation aussi des utilisateurs, parce que plus on a ouvert les réseaux, on est parti en télétravail, donc l'entreprise n'était pas aussi très préparée par rapport à ça. Il n'a pas éduqué ses utilisateurs à bien se comporter par rapport à la sécurité, notamment l'ouverture des pièces jointes, des choses comme ça qui permettent de propager ces ransomware-là. Donc, il y a tout ça là, tout ça, ça fait partie de la prévention. Donc, je pense que pour éviter aussi les cyberattaques, donc, il faut agir sur l'homme. Donc, outre les outils qu'il faut mettre en place, il faut quand même aussi agir sur l'homme, voilà, pour qu'il ne soit pas le vecteur finalement de la crise informatique interne. Ah oui. Oui, c'est toujours l'homme. Oui, donc merci beaucoup, merci Josina, merci Djali, merci François pour cette discussion et pour ce retour d'expérience. Oui, donc il reste des choses à faire pour tous les pays, pas que pour nos 4 pays, donc, mais aussi pour tous les autres qui ne sont pas dans la boucle aujourd'hui. Et on espère que, oui, tout le monde va apprendre de ce qu'on vit pour l'instant, ce qu'on a vécu déjà et ce qu'on va encore vaincre. Donc oui, comme j'ai dit, merci et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.